Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer ce qu'est une stratégie de routage et ce qu'est le routage basé sur des stratégies. En fait, ces deux termes semblent très similaires. On a l'impression que l'un met le routage en premier et l'autre met la stratégie en dernier, ce qui donne l'impression qu'ils signifient à peu près la même chose. En réalité, leur rôle dans notre réseau est complètement différent. Commençons par expliquer ce qu'est une stratégie de routage. Une stratégie de routage, en fait, suit notre intention humaine. C'est construire une table de routage selon la volonté humaine. Tous les équipements de routage que nous rencontrerons à l'avenir, qu'il s'agisse de routeurs, de commutateurs de niveau 3 ou de pare-feu, ces équipements de routage fonctionnent tous selon la table de routage. Cela signifie que je vérifie si j'ai quelque chose dans ma table. Si oui, alors je vous aide à transmettre. Sinon, désolé, je ne peux pas vous aider à transmettre. Maintenant, dans ce processus, regardons cette image. Sur l'image, il y a 4 routeurs. Ici, entre R4 et R1, nous utilisons le routage statique, tandis qu'entre R1, R2 et R3, nous utilisons le protocole de routage OSPF. Les protocoles de routage entre les deux sont différents. Alors, est-ce que mon R4 peut apprendre la route de R3? Ou bien, est-ce que R3 peut apprendre la route 172.16.12.3.0 de R4? Ce n'est pas possible. Pourquoi disons-nous cela? Supposons que dans ce processus, la personne au milieu ne parle que chinois, tandis que la personne à gauche ne parle que coréen, et la personne à droite ne parle que notre français. Ou disons que nos R2 et R3 ne parlent que français. Alors, dans ce processus, pouvons-nous comprendre la langue de chacun? Si je ne parle que cette langue, c'est sûr que ce n'est pas possible. Alors, si je veux comprendre la langue de chacun, que faire? Ne devrais-je pas avoir une personne au milieu qui comprend le coréen d'un côté et le français de l'autre, afin que je puisse faire la traduction entre les deux? Dans ce cas, je traduis le coréen en français et le français en coréen, ce qui me permet d'aider à la communication entre les deux. Dans ce processus, à l'avenir, nous pourrons intégrer cela dans l'appareil R1, c'est-à-dire apprendre le routage ici et l'introduire dans l'OSPF, afin que mes voisins OSPF puissent l'apprendre. Bien, à ce moment-là, il y a un problème. Si j'introduis cela sur R1, par quelle commande le fais-je? En utilisant la commande dans le processus OSPF1, nous utilisons Input Route Statique. Dans ce processus, nous introduisons des routes statiques. Cependant, si j'introduis des routes statiques, alors ces 3 routes statiques seront toutes introduites. Mais ici, j'ai des exigences. Je ne veux pas introduire 3.0, je veux seulement introduire 1.0 et 2.0. Que faire dans ce cas? À ce moment-là, il est nécessaire d'utiliser notre stratégie d'introduction pour limiter l'introduction. Autrement dit, limiter ici l'introduction de type 5 LSA, je l'empêche d'être introduit. Est-ce que la table de routage de R et la table de routage de R3 peuvent encore l'apprendre? Non, elles ne le peuvent pas. Après avoir imposé des restrictions, si je décide de ne pas introduire quelque chose ici, par exemple s'il y a une traduction au milieu et que le traducteur ne traduit pas cette phrase en français, est-ce que les deux autres peuvent savoir que l'étudiant coréen a dit une autre phrase en coréen? Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne le savent pas. Cela signifie que dans ce processus, je contrôle les routes pour m'assurer qu'il n'y a pas de route dans ma table de routage. Alors, disons que dans ce contexte, la stratégie de routage ne consiste-t-elle qu'à contrôler si elle est ajoutée à ma table de routage? Non, ce n'est pas seulement cela. Elle implique en fait beaucoup de choses, y compris comment je choisis et comment je route. La modification de cet attribut est en réalité quelque chose que la stratégie de routage peut faire. Alors, comment est-elle exécutée? En fait, notre stratégie de routage se divise en 3 étapes. À travers nous, déployer ces stratégies, outils et méthodes pour contrôler nos entrées de routage. La première étape consiste à identifier les routes spécifiques que je souhaite modifier. Dans ce processus, je dois d'abord les faire correspondre. Quelle méthode utiliser pour les faire correspondre? En général, dans les projets, nous utilisons des ACL ou des listes de préfixes pour effectuer cette correspondance. Une fois identifiées, les routes restantes seront filtrées. En général, dans les projets, lorsque nous effectuons un filtrage, nous utilisons une politique de routage. En plus de l'identification et de la correspondance dans ce processus, il y a une autre étape qui consiste à appeler. Par exemple,
Disons que nous avons planifié une activité ici, mais cette activité doit être mise en œuvre. Qui va la mettre en œuvre? Je dois dire aux personnes concernées de faire ces tâches. C'est pareil pour eux. J'écris cette ACL. J'écris cette politique de routage. Je ne fais qu'écrire le protocole. Nous ne faisons qu'écrire la stratégie de routage. Mais sans dire aux autres de le faire, donc, où devons-nous généralement faire appel à cela? Nous faisons appel à cela dans le protocole, par exemple en utilisant des protocoles comme OSPF, IS, IS, etc. Ainsi, dans ce processus, à travers la stratégie de routage, nous effectuons essentiellement un contrôle sur le routage, que ce soit pour modifier certaines choses ou pour contrôler son ajout à la table ou autre. Nous contrôlons s'il est introduit, ce qui est important pour nous. Tout cela est appelé stratégie de routage. Dans ce processus, nous devons utiliser cette méthode pour le contrôler. C'est notre stratégie de routage. En dehors de cela, il y a aussi ce qu'on appelle le routage par stratégie. Qu'est-ce que le routage par stratégie? Le routage par stratégie est en fait le contrôle de notre chemin de transmission. Par exemple, dans ce processus, regardons si dans ce processus, j'ai un appareil ici, et il y a aussi un appareil là-bas, ici. Il y a un appareil ici, alors qu'en est-il de ces appareils? Nous les connectons ensemble. Et dans ce processus, si je les connecte ensemble à l'avenir, puis-je demander si en allant de 1 à 4, je peux passer par 2 ou par 3? N'est-ce pas? Je peux passer par le haut ou par le bas. Alors, si je suis ici et que je veux que ce R1 passe uniquement par R pour atteindre R4, est-ce possible? Oui, c'est possible. Alors, que puis-je faire ici? Nous pouvons utiliser le routage statique ou le routage dynamique. En plus de cela, nous pouvons également utiliser le routage par stratégie. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ce routage par stratégie? Ne suffirait-il pas d'utiliser simplement nos routes précédentes un temps? Tout d'abord, si dans le futur, au cours de ce processus, disons que je suis ici, et que c'est un dispositif de sortie d'entreprise, généralement nous appelons ce dispositif de sortie JWBOV. Le JWB est généralement la passerelle de notre entreprise. En plus de cela, par exemple, si je connecte deux opérateurs ici, par exemple nous, en Chine, il y a actuellement deux opérateurs principaux, bien qu'il y ait de nombreux opérateurs. Ici, je ne prendrai pas la Chine comme exemple. Ici, nous allons utiliser ISP1 et ISP2 pour représenter deux opérateurs. Supposons que dans le futur, dans ce processus, j'ai deux opérateurs. En plus de ces deux opérateurs, au sein de notre entreprise, nous avons également différentes activités. Par exemple, dans ce processus, ici, j'ai un segment de réseau et là, un autre segment de réseau. J'utilise deux ordinateurs pour représenter différents segments de réseau. Bien, si dans ce processus, tout cela fait partie des activités de notre entreprise, alors à l'avenir, si je souscris à deux services, est-ce que je peux utiliser les deux en même temps ou bien n'en utiliser qu'un seul, n'est-ce pas? Cela dépend des besoins et des souhaits de chacun. Si, dans ce cas, je souscris à un seul opérateur, supposons que je souscrive à un seul. Je choisis différentes sorties. Par exemple, si je souscris à deux services de télécommunication en Chine, généralement, je vais équilibrer la charge, c'est-à-dire que je vais probablement utiliser les deux. Mais si ce sont deux opérateurs différents, par exemple, si dans mon pays je souscris à deux opérateurs différents, impliquant les services des deux, généralement, on choisira un principal et un de secours. Pourquoi choisissons-nous un principal et un de secours dans ce cas? Parce que les équipements utilisés par différents opérateurs ne sont certainement pas les mêmes. Certains de vos équipements internes sont certainement différents. Donc généralement, dans le cas de deux opérateurs, nous faisons un principal et un de secours. Comment fait-on pour établir un principal et un de secours? En ce qui concerne le mode principal-secondaire, si je dis que c'est bien fait, alors normalement ce flux, supposons que nous soyons sur le principal, je ne passe que par le principal. Et l'autre, en temps normal, c'est comme si je dépensais de l'argent pour rien. C'est seulement si le principal rencontre un problème que je passerai par le secondaire. Dans ce processus, si nous trouvons que le flux de l'ensemble de l'activité est trop gaspillé, ne pourrions-nous pas utiliser différents opérateurs pour différents services? Alors, comment faire la distinction? Si ici mon seul objectif est que l'IP soit différente, je peux utiliser des adresses statiques. Par exemple, si je consulte le service 8.8
9.8.8 sur le principal et en même temps, je consulte le service 9.9.9.9 sur le secondaire. Alors, dans ce processus, à l'avenir, lorsque nous écrirons un none des adresses statiques, nous pourrons écrire ici IP route statical, qui est un format de routage statique suivi de notre 8.8.8. Ensuite, il y a une correspondance entre la destination et le prochain saut. Par exemple, ici, je fais passer par cette ISP pour atteindre le 8.8.8.8.8. Alors, la prochaine étape est d'écrire cette interface. Si je veux qu'il aille vers 9999 par ici, alors je peux spécifier dans ce processus. Et maintenant ici, eh bien 9999, puis son interface. Ainsi que notre prochain saut, par exemple en pointant vers cette ISP, de l'autre côté qui est 12.1.1.2. Bien, dans ce processus, nous pouvons faire une distinction de cette manière. Cependant, la grande majorité des opérations dans le monde ne peuvent pas être distinguées simplement en fonction de l'IP de destination. Par exemple, si je suis dans le segment de réseau 1 et que j'envoie le service A, et dans le segment de réseau 2, j'envoie le service B, je demande maintenant que le service A passe par l'opérateur 1 et le service B passe par l'opérateur 2, n'est-ce pas? Le service B passe par l'opérateur 2. Alors, que faire? Puis-je dire que je vais intervenir ici pour que différentes opérations empruntent différentes routes? C'est ce que nous faisions avec tous les routages précédents. Il n'y avait aucun moyen d'intervenir. Ici, nous devons utiliser le routage basé sur la politique PBR. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si vous organisez un voyage de groupe, à l'avenir, nous établirons certainement une stratégie de voyage basée sur la majorité des touristes. Une fois arrivés, nous recommandons cela à tout le monde. Mais maintenant, par exemple, si un utilisateur VIP arrive qui est très riche et souhaite voir des paysages différents, ne devriez-vous pas lui créer un itinéraire personnalisé? Un itinéraire spécial? A-t-il encore besoin de voir des itinéraires ordinaires? Non, ce n'est pas nécessaire. Alors ici, si à l'avenir, grâce à ce PBR, je détecte quelle est votre adresse d'origine, très bien, alors en fonction de votre situation, je vous attribuerai un itinéraire différent. Si ici, eh bien, je ne vous trouve pas dans ma liste, alors vous serez traité comme une personne ordinaire et vous suivrez la table de routage pour le transfert. Alors auparavant, que ce soit OSPF, ISIS ou nos routes statiques, ce qu'ils regardent en fait, c'est quoi? Ils regardent votre IP de destination, où vous voulez aller et quel est le prochain saut. Quant à savoir d'où vous venez, est-ce que ça m'intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. Cependant, notre routage stratégique ici se base sur l'origine pour le transfert. Et ici, nous ne transférons pas en fonction de la destination. Et tu vois, pour simplifier, disons... Regardez les gens, nous adaptons notre approche, c'est-à-dire que pour différentes personnes, j'adopte une attitude différente. Et c'est là que réside notre routage stratégique. Alors, pourquoi ai-je absolument besoin d'un routage stratégique dans ce processus? Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné précédemment, cette stratégie de routage se trouve sur le routeur. Nous devons exécuter ce protocole de routage. Et au cours du processus du protocole de routage, nous utilisons certains outils pour modifier stratégiquement les routes. Par exemple, notre politique de routeur vise à définir nous-mêmes cette table de routage. Je décide si elle doit être incluse dans votre table de routage. Si vous ne connaissez pas un endroit, bien sûr, vous ne pouvez pas y aller. Mais finalement, tous les paquets seront toujours transmis en fonction de cette table de routage. Dans ce processus, cela signifie qu'il intervient pour influencer l'ajout à la table, mais il écoute toujours la table de routage pour le transfert. Cependant, dans ce cas, ma politique de routage consiste à définir une stratégie pour que le trafic soit transmis selon cette stratégie. Il n'y a que la stratégie qui existe, mais y a-t-il une participation du protocole de routage dans ce processus? Non. Lorsque ce trafic passe par mon équipement pour être transmis, je ne regarde pas ma table de routage. Je vérifie seulement si cela correspond à ce que j'ai défini. Dans la liste de ce PE, cet utilisateur. Au lieu de cela, je te désigne cette route qui te convient particulièrement. N'est-ce pas? Par exemple, ici, le PC2, il est aussi arrivé, mais il a remarqué que tu ne fais pas partie de mes utilisateurs VIP. Bon, alors maintenant, dans ce processus, je vais te faire suivre un itinéraire standard. Par exemple, tu passes par le haut, donc ici, il peut définir différents flux pour emprunter différents chemins. C'est là que notre stratégie de routage et le routage stratégique sont complètement différents.
À l'avenir, lorsque vous approfondirez vos connaissances et votre apprentissage, il est essentiel de bien distinguer les deux et surtout de ne pas laisser le nom entraîner des problèmes. De plus, lorsque nous les utilisons, si c'est une stratégie de routage, nous l'appelons généralement ainsi, et si c'est un routage stratégique, nous l'appelons généralement ainsi. C'est une petite différence dans leur dénomination. Si vous souhaitez apprendre la technologie de certification Huawei ou obtenir la banque de questions de certification Huawei, veuillez m'envoyer un message privé. Je peux également laisser plus de commentaires sous la vidéo pour des échanges techniques. À l'avenir, si vous êtes intéressé par la configuration des stratégies de routage ou par la configuration du routage stratégique, vous pouvez m'envoyer un message privé.